Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure les amis du Classico et oui demain c'est le grand jour, le match le plus attendu de la planète est de retour avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai une chaîne gaming les amis, j'ai ouvert une chaîne secondaire, chaîne sur YouTube donc. Le lien est dans la description, alors pour expliquer un petit peu, je fais des vidéos principalement pour le moment sur FIFA. Après, plus tard, il viendra peut-être des lives et des vidéos peut-être sur d'autres jeux, mais pour l'instant j'ai commencé une carrière sur FIFA, carrière manager, et bah voilà, je suis le coach du Barça et j'ai commencé la saison, voilà. Pour l'instant, il y a 3 vidéos. On s'amuse bien, les amis. On a fait revenir quand même Messi parce que oui, si dans les jeux vidéo tu ne peux pas faire ce que tu veux, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Le match de l'année, les amis, demain, oui. Le Classico fait son retour. Pour les deux équipes, ça ne sera pas évident. On est dans un contexte pas, on va dire, pas optimal, avec, on va dire, très peu de certitude, en tout cas pour les deux équipes. On a un Real Madrid qui, concrètement, n'est pas si fou. Qui est pour moi un petit peu en sur-régime même, mais qui est toujours solide. Ça reste le Real Madrid évidemment, c'est pour ça qu'ils enchaînent les victoires et que ça continue à gagner quoi, tout simplement. Et on a un Barça, on a un Barça malade, un Barça blessé, mais qui continue à gagner, tout simplement, encore une fois. Donc combien de temps ça va tenir pour le Barça ou pour le Real? C'est la grande question. La bonne nouvelle pour le Barça, côté Barça en tout cas, c'est que Pedri, Koundé, Frenkie, Lewandowski, Rafinha ont fait leur retour, peut-être même Sergio Roberto, j'en sais rien, personne n'en a parlé, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, mais les autres ont fait leur retour à l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'ils seront convoqués pour le match de demain, ça ne veut pas dire qu'ils seront sur le terrain, évidemment. Koundé et Pedri sont, à ce qui paraît, totalement exclus pour le match de demain. Mais pour le reste, ça reste une grande interrogation, que ce soit Frenkie, que ce soit Lewandowski ou Rafinha, eh ben on ne sait pas. On ne sait clairement pas. Xavi a dit en conférence de presse, je crois que j'ai vu passer, j'ai pas regardé toute la conférence de presse, mais j'ai vu passer quand il dit que si les joueurs sont à 100% disponibles, tout ça, eh ben ils joueront. Ils joueront, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas disponibles pour le match de demain. Donc voilà. Maintenant, est-ce que Lewandowski, par exemple, qui était soi-disant le plus proche de revenir avec Rafinha, est-ce que les deux seront titulaires? Lewandowski, ça parlait de le faire jouer sous infiltration, quelque chose comme ça. Je sais pas. Est-ce que le club et le staff et le joueur veulent vraiment prendre des risques pour un match? Est-ce que vraiment, sans Lewandowski, on n'arrivera pas à gagner? Parce que concrètement, le Real, eux, leurs blessés, ils se situent quand même plutôt en défense. Il leur manque Militao, ils n'ont pas Courtois, surtout qui a un gros point faible. Leur latéral gauche, Fran Garcia, c'est pas la folie. Est-ce qu'ils vont mettre Camavinga en latéral gauche? C'est très possible. Ça parlait à un moment donné d'Ancelotti qui jouerait avec 5 milieux. Ça faisait un peu la compétition entre Xavi et Ancelotti, savoir qui allait aligner le plus de milieux de terrain. Et je crois qu'Ancelotti va gagner cette compétition parce que voilà, ça se trouve il va mettre Camavinga en latéral gauche, Bellingham qui joue attaquant mais qui reste un milieu de terrain mais qui est utilisé plutôt comme faux neuf ou numéro 10 très avancé, qui est au final l'homme en forme de côté Real Madrid. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de certitude quand même. Le Real Madrid, je trouve que on a Vinicius qui était blessé, qui est revenu de blessure, qui est toujours le joueur le plus dangereux côté Real Madrid. Évidemment, Bellingham est dangereux par ses buts, par son importance pour les résultats concrètement. Mais après, dans le jeu, pour faire des différences vraiment, c'est toujours le danger vient toujours de Vinicius concrètement. Et on a Rodrigo quand même qui a pas l'air très qui a un peu l'air mal en point quoi, disons, qui a pas l'air d'être dans la forme de sa vie. On a un milieu du Real Madrid qui n'est pas spécialement mauvais, mais qui reste un milieu un peu vieillissant. Après Kroos et tout ça, Modric, ça fait quand même toujours le taf. Modric, les picous de Pintus, ça commence à plus trop marcher, donc j'ai l'impression que c'est un peu plus, c'est de plus en plus compliqué pour lui, mais derrière t'as quand même des mecs comme Camavinga, comme Valverde, comme Tchouaméni aussi, on a tendance à un peu l'oublier, mais voilà, il y a du talent, dans cette équipe du Real Madrid. Il y a surtout de l'athlétisme avec Valverde qui court quand même beaucoup, qui est plus un joueur, un coureur de fond, de triathlon, de tout ça,
qui court quand même beaucoup dans les matchs. Attention au contre-attaque. Hein. Concrètement, quand on voit cette équipe du Real Madrid avec des Rodrigo, des Vinicius, des mecs comme Valverde sur le terrain, bah tu te dis, principalement quand tu regardes les matchs du Barça, les derniers matchs, sachant qu'en plus on joue à domicile, donc le Real Madrid va peut-être se dire bon, on va d'abord défendre et les taper en contre. C'est ce que tout le monde a voulu faire avec le Barça depuis le début de la saison, à jouer en 5-3-2, tout ça, à poser des bus. Alors je ne pense pas que le Real Madrid va jouer à 5 derrière, mais il y a de très fortes chances pour que ils essaient de jouer les coups, le maximum de coups, on va dire, en contre-attaque, avec un Valverde forcément qui est très utile là-dedans. Valverde qui est pas forcément utile quand tu dois poser le jeu, construire tu vois, mais quand tu dois partir en contre-attaque, avoir un gros volume de jeu, faire des retours, en fait jouer box to box tout simplement. Attaque-défense, Valverde, c'est costaud quand même. Donc ils ont des armes, le Real Madrid a des armes, je ne sais pas si je pourrais dire, voilà, il y avait beaucoup d'abonnés qui me posaient la question dans la FAQ d'hier, tout ça, de savoir si j'étais serein, si on avait peur du Real Madrid, tout ça. Il n'y a pas de raison vraiment d'avoir peur, de toute façon, je veux dire, pour moi le Real Madrid est pas au meilleur de sa forme, tout comme le Barça. Après nous, le problème c'est qu'il nous manque quand même énormément de joueurs, forcément, il nous manque quasiment tous les titulaires, quoi. Quand on voit Rafinha, Lewandowski, Frenkie, Pedri, Koundé, c'est des joueurs qui sont censés être titulaires, tu vois, donc forcément ça fait mal, mais donc on est un peu moins serein, forcément on est moins confiant surtout, mais je pense qu'on a aussi les armes pour proposer quelque chose d'intéressant et pourquoi pas remporter ce match. Je pense que ça va être quand même du 50-50 parce que finalement ça reste un classico les amis, et on le sait, les classicos c'est des matchs à part, même si tout ce qu'il y a autour en ce moment pollue pas mal tout le football espagnol en fait, avec l'affaire Negreira, le Pérez qui va pas se déplacer au Camp Nou pour faire pour manifester en vrai, pour dire pas content et tout ça. Voilà, il y a l'arbitre aussi qui a été choisi, voilà, on sait que le Real a tendance à se plaindre tous les week-ends des arbitres, et là ce week-end il n'y a pas de plainte. Maintenant ils disent arrêtez, t'as des médias et tout ça, même Marca je crois, un média madrilène, qui a dit arrêtez de critiquer Gil Manzano, c'est un des meilleurs arbitres espagnols. Bah tu m'étonnes. Je pense qu'on n'est pas aveugles les amis, même les supporters du Real, hein, pour certains qui sont objectifs, j'imagine qu'il doit y en avoir quand même, on le sait, tout le monde le sait, mais bon bref, c'est pas grave, on va essayer de jouer dans la paix et dans la bonne humeur. Je pense quand même que ce classico il va rester assez tendu. Je pense que Gavi là, il s'est reposé contre le Shakhtar et je pense que ça va s'envoyer un peu sur le terrain. Bellingham qui fait l'acteur depuis qu'il arrive à Madrid là, qui un peu, il aime bien les caméras, tout ça. On va voir. Il va essayer de prouver que oui, quand il était petit, il était pas fan du Barça. Mais on s'en fout, frère. C'est bon, tu joues au Real Madrid. Pas besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit. Tu joues bien, tu marques des buts au Real dans ton équipe. Frère, t'as rien à prouver. Détends-toi, mon gamin. Donc voilà, on a toujours le duel. Le duel, forcément, qui va être intéressant à suivre. Ça va être le duel Araujo-Vinicius. Je pense qu'Araujo va peut-être, ou en tout cas devrait jouer dans la zone de Vinicius. On sait qu'il faut anesthésier Vinicius. De toute façon, il faut le soulever, il faut le pocketer. Donc c'est comme ça. Ça peut paraître, on va dire, un petit côté un peu faible de se dire, tu mets Araujo pour bloquer Vinicius parce que t'as peur de Vinicius, mais moi je trouve ça un peu con de dire ça, parce que finalement, si l'arme la plus dangereuse en face c'est Vinicius, il faut l'anéantir cette arme-là. Et le meilleur moyen, c'est de mettre Araujo dessus, c'est tout. On utilise nos forces. Ils utilisent leurs forces en attaque, on utilise nos forces en défense pour bloquer leur attaque, c'est tout. C'est un jeu stratégique. Le football, les amis, c'est pas juste pousser un ballon comme ça et tapoter dedans au hasard, tu vois. Il faut quand même un minimum réfléchir, avoir des stratégies. Donc voilà. Donc il y a Vinicius qu'il faut bloquer, évidemment, et il y a le deuxième homme le plus dangereux, Bellingham, comme j'ai dit. Donc là, la défense, elle va avoir beaucoup de travail. Les milieux peut-être aussi. Je pense que Bellingham va jouer quand même assez haut. Va falloir faire attention parce que c'est souvent le genre de gars à se placer à l'entrée de la surface. Donc il va falloir que les défenseurs soient pas trop bas. Il va falloir qu'il y ait toujours quelqu'un qui le surveille de près, parce que à tout moment ça peut venir avec Bellingham, on le sait. Il est quand même à, je crois, 11 buts en 12 matchs, un truc comme ça. Donc là, il marque quand même limite plus que Benzema avant. Donc il va vraiment falloir faire attention. Benzema, il avait tendance à dézoner, à jouer un peu partout. Il pouvait se retrouver sur l'aile, tout ça. Là, Bellingham, attention. Attention à l'entrée de la surface, parce que souvent la relation Vinicius-Bellingham, elle peut faire très mal. Vinicius qui provoque, qui dribble, tu fixes ton attention à Vinicius, et puis après Bellingham il débarque comme ça, il attend à l'entrée de la surface et il claque son petit but, ou alors il attend devant le gardien et il a plus qu'à pousser la balle. Donc voilà, il faudra faire attention.
il faudra faire attention. Donc de notre côté, bon, avec le peu de joueurs disponibles qu'on a, il y en a certains qui sont quand même plutôt en forme, on va dire. Joao Félix, qui est, bon, il n'a pas fait un énorme match contre le Shakhtar, mais ça reste quand même un joueur qui peut apporter énormément et qui aura vraiment envie, à mon avis. Là, c'est le premier Classico pour certains. Encore une fois, il y a des nouveaux joueurs, donc voilà, même pour Bellingham. Bon, il y a eu des matchs amicaux, Bellingham, il a joué, je crois, en pré-saison, mais là, c'est vraiment le premier Classico officiel et les nouveaux venus, ils vont avoir envie de vraiment prouver, vraiment montrer, tu vois. Un mec comme Joao Cancelo, Joao Félix, ça va s'envoyer à fond sur le terrain. Évidemment, Gavi, comme d'habitude, mais voilà. Après, il y en a qu'on veut pas trop voir sur le terrain. Évidemment, il y a Roméo qu'on n'a pas trop envie de voir sur le terrain. Baldé, lui, il a pu se reposer contre le Shakhtar. Gavi aussi, Christensen aussi. Donc mine de rien, même si on a des absents, même si l'équipe elle est pas très en forme, on a quand même pu faire une petite gestion comme ça et avoir peut-être des joueurs à 100%. Par contre, concernant Lamine Yamal, par exemple, moi j'ai une petite inquiétude et je partirai pas pour le mettre titulaire parce qu'il a joué tout le match contre le Shakhtar. Il revient de blessure, il est pas à 100%, on le sent quand même un peu fatigué. Il y en a certains qui disent qu'il est devenu nul. Bon, n'allons pas jusque là, c'est juste peut-être qu'il est un peu fatigué, mais même en étant fatigué, il fait toujours des différences. Mais pourquoi pas le voir rentrer en cours de match pour faire des petites différences comme ça, pour apporter son côté technique. Mais dans un premier temps, ça me paraît un peu dangereux. Surtout si on tape des contre-attaques, tout ça, il nous faut quand même des mecs un peu plus athlétiques, un peu plus prêts physiquement, quoi. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Alors une compo qui change un petit peu, une compo un petit peu particulière, je le sais bien. C'est peut-être pas le moment de tenter des choses, peut-être, mais c'est peut-être aussi le moment de essayer de trouver des solutions, surtout. En fait, on le sait, défensivement, on a tendance à prendre pas mal de vagues en contre-attaque et c'est très dangereux pour nous. Donc pourquoi pas en profiter vu qu'Araujo sera probablement à droite pour contrer Vinicius, c'est une possibilité. Pourquoi pas en profiter pour jouer avec une défense à 3. Donc là dans un premier temps vous allez me dire mais pourquoi Fermin Lopez est ailier gauche, Félix dans l'axe, Ferran à droite, Gundogan comme ça, Cancelo. Moi je partirais, on va voir ça dans l'animation, dans une équipe à peu près comme ça, et ce qui est bien avec cette équipe là c'est que ça peut t'apporter quand même énormément de solutions, énormément d'ajustements en cours de match. Donc là, disons que c'est une compo, on va dire, de base, c'est sur le papier, juste pour vous donner ça, mais évidemment, ça ne jouera pas exactement comme ça. Ça peut être, on l'a vu contre Bilbao, par exemple, c'était Fermin Lopez qui était en attaque en début de match. Et Joao Félix, il se baladait entre l'aile et le demi-espace et qui de temps en temps allait dans l'axe, Fermin allait à gauche. Mais la plupart du temps, c'était Fermin qui était dans l'axe et Ferran qui était à droite. On peut très bien jouer comme ça, mais on peut jouer aussi autrement. On peut jouer, comme je l'ai dit, donc comme ça. Baldé, on le sait, en termes d'animation, Baldé, il va prendre le couloir. Attention à pas jouer trop, à pas se faire prendre en compte. Là, il y aura sûrement, dans cette zone-là, il y aura sûrement Valverde, Inigo Martinez, Christensen, Araujo en défense centrale. Donc moi, on va déjà commencer par la défense. Inigo Martinez, dans ses derniers matchs, je l'ai trouvé plutôt excellent. Je partirais sur une continuité pour Inigo. Il a montré qu'il pouvait apporter énormément de solutions. C'est lui qui débloque énormément de solutions et c'est de lui que vient certains buts par ses passes qui cassent des lignes. Donc encore une fois pour moi il va être assez important avec Christensen à côté de lui qui a aussi un jeu de passe intéressant pour sortir les ballons. On sait que Ronald a un peu plus de mal, mais à côté si on a un Christensen et un Inigo Martinez c'est pas trop mal. Sachant que, on va y venir après, il y a quand même plein d'autres solutions qu'on peut avoir en termes d'animation. Donc on partirait avec une défense à 3, un double pivot, Cancelo, Gavi. Donc oui, vous allez me dire pourquoi Cancelo, double pivot. Cancelo à droite, on le sent un peu bridé. Concrètement. En début de match contre le Shakhtar, il était un peu bas et petit à petit dans le match, plus il a joué haut, plus il a joué libéré, mieux c'était pour nous offensivement. Mais il est arrivé à un moment où ça devenait un problème pour nous défensivement parce que on prend des sales contre-attaques dans le dos et lui il est beaucoup trop haut, tout ça. Et ça vient de son côté, c'est de là qu'est venu le but contre le Shakhtar. Donc pourquoi pas jouer avec un Cancelo en double pivot au milieu, ce qu'il a déjà fait. Soit on joue comme ça, soit on joue comme ça, avec donc 3 défenseurs, 3 milieux avec Gundogan central on va dire, qui fait le jeu. Et Gavi est donc à côté de lui, milieu de terrain, pas trop haut. Un Cancelo donc dans cette zone là qui est assez libre et qui peut se permettre de monter un peu. Tu vois, qui peut aider sur le déborder dans le couloir si Ferran Torres rentre dans l'axe, partir dans le demi-espace, voilà. Mais jouer un peu plus libéré en étant milieu et en ayant Ronald derrière lui pour corriger un peu les... Ronald, c'est sa spécialité, c'est un correcteur. C'est lui qui corrige les positions des autres. C'est-à-dire que si les autres sont hors de position, s'il faut sauver
faire un sauvetage improbable, tout ça, c'est bien Ronald qui peut le faire. Donc du même côté, les deux joueurs du même côté, je trouve ça assez intéressant. Donc après on peut avoir un Fermin Lopez en attaque, on va dire proche de la surface parce qu'on connaît la qualité de frappe de Fermin Lopez, et Ferran Torres et Baldé qui prennent les couloirs. Donc voilà, ça c'est une première solution. Ce n'est pas fixe. Là je suis obligé de montrer une animation, enfin une compo fixe forcément, mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir Fermin Lopez un peu plus central, Cancelo qui monte, Ferran qui rentre dans l'axe, Cancelo qui prend le couloir, Fermin Lopez qui est là, ou comme ça. Bref, il y a plein de possibilités. Il y a, selon les mouvements, selon les appels de certains, il peut y avoir pas mal de solutions. C'est pour ça que c'est bien d'avoir Cancelo aussi au milieu. C'est que et Ferran par exemple à droite, même si Ferran je sais que c'est pas la folie, mais comme je l'ai dit, Lamine Yamal il est pas prêt physiquement et Rafinha n'est pas là, tout ça. Est-ce que Lewandowski va être titulaire aussi? Ça c'est la grosse interrogation, je ne sais pas, donc moi je partirais comme ça, le mettre sur le banc, mais à voir. Autre solution aussi qu'on a, alors je vais essayer de refoutre un peu le truc, que ça soit pas trop le bordel. Disons que si Christensen il peut monter au milieu dans certaines phases, peut-être, je dis pas que c'est la solution, si on a du mal à sortir les ballons, on peut très bien avoir une solution comme ça. Un Baldé assez haut, un Inigo Martinez, tac, Christensen en 6 assez bas comme pouvait le faire Busquets à l'époque, un Gundogan à côté, un Gavi, tu vois. Pour sortir dans un premier temps les ballons, ça peut être une solution aussi. Ronald a un peu de mal à trouver des angles de passe, tout ça, mais avec un Christensen peut-être en 6, qui redescend, je sais pas, à voir. C'est une possibilité. On sait que Christensen peut jouer en 6. Donc, soit on reste dans une défense à 3 avec les mecs un peu plus haut, Cancelo au milieu. Soit Cancelo vient se placer à droite, Gundogan il écarte un petit peu, Christensen en 6, et ça se resserre devant, tu vois. Bref, il y a plusieurs, comme je l'ai dit, il y a plusieurs solutions. On peut s'adapter avec ces profils-là. On sait que Félix, il se balade entre l'aile et l'attaque. Ferran Torres, il peut jouer en attaque, en 9, on va dire, il peut jouer sur le côté. Avec l'Espagne, il est souvent ailier droit et il rentre, il fait souvent ses appels vers l'intérieur quand Carvajal monte. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Il y a une autre possibilité, dernière possibilité, je pense, c'est Cancelo, hop. Cancelo en attaque en fait. Ferran en 9, carrément Cancelo ailier droit. Donc Cancelo qui pourra aider dans les retours défensifs quand il faut défendre, bah voilà, il redescend, mais qui a vraiment un rôle beaucoup plus offensif, tu vois, derrière. Donc ça c'est dernière possibilité, je pense. Je sais pas si j'ai fait toutes les possibilités, mais là je pense qu'on est pas mal. Voilà, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de Roméo sur le terrain. Je suis pas chaud de le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas ce que vous pensez de ma composition, les amis. C'est un peu compliqué ce qu'on a en ce moment. C'est un peu, j'ai essayé de mettre un peu les meilleurs joueurs qu'on a de disponibles. Je sais pas si Lewandowski sera prêt à temps, Rafinha, tout ça. S'ils ont des minutes dans le match, c'est possible. Est-ce qu'il faut prendre des risques ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Je sais pas. Moi, je suis pas fan de prendre vraiment tous les risques. Pour le Classico, certes c'est un Classico et il faut un Classico, ça se gagne, ça ne se joue pas. C'est pas l'important, c'est pas de participer au Classico, l'important c'est de le gagner, je sais bien. Mais derrière, est-ce que ça vaut le coup de prendre tous les risques et de subir une plus grosse blessure, d'aggraver pour certains des blessures pour un match? Si on prend d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue, ce Classico là, c'est juste 3 points à prendre. Est-ce que ça vaut le coup de tout faire pour prendre 3 points là alors qu'il y a encore toute la saison derrière? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas non plus. Voilà, on se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match, donc 1 heure avant le match à 15h15. Le match est à 16h15, le Classico c'est pas la folie. Mais bon, c'est comme ça. Donc on se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.